Bonjour à tous, merci pour votre venue. On est là pour la conférence L'argent, le cash, le pognon et tous les leviers de financement. Donc aujourd'hui, on va parler concret, on va parler thunes. Vous avez un super panel de financeurs qui est sur scène aujourd'hui, que je vais vous laisser se présenter. Et parlez-nous au-delà de vos organismes, mais aussi des solutions de financement que vous portez. Antoine, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis le fondateur de Mayday, le copilote de votre campagne de financement participatif. Et je suis ici pour représenter le secteur du crowdfunding qui est un mode de financement non dilutif, qui est complémentaire à la banque, aux prêts d'honneur, à un tas de choses. Et l'idée c'est de proposer des contreparties symboliques, matériel, expérientiel, c'est toute une aventure et on dit souvent que le crowdfunding et le financement participatif, comme on veut, est une expérience, un accélérateur de projets qui touche à tout. Bonjour à tous, donc Anita Devoisin, moi je suis Venture Partner chez Daphni. Daphni c'est un fonds d'investissement qui investit majoritairement en fonds propres et quasi-fonds propres. Et donc on est en capacité d'apporter des tickets de plusieurs centaines de milliers d'euros jusqu'à 1 million ou un peu plus sur des premiers tours, donc soit en amorçage, soit en série A essentiellement. Et c'est un fonds tech, donc on investit majoritairement dans la tech avec une dimension quand même un peu sociétale. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Grégoire Réholm, je représente l'ADI. Alors l'ADI se trouve complètement à l'opposé de ce que vous proposez. Nous, on offre des financements pour des gens qui ont des petits besoins et qui ne peuvent pas obtenir ce prêt auprès des banques. Le montant moyen de nos interventions, c'est 6 000 €, donc vous voyez que c'est très modeste. Mais il y a des tas de gens qui ont besoin d'un petit apport comme ça pour pouvoir démarrer. Et grâce à nos services, qui peuvent créer une entreprise tout à fait valable. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Bonjour, Patricia L'Excellent. Donc moi je représente le réseau Initiative France, qui est un réseau associatif présent sur l'ensemble des territoires, 200 associations. Et nous, on va intervenir auprès des porteurs de projets au début de l'aventure, à la création ou en reprise d'entreprise, sous forme d'un prêt d'honneur, donc qui est un prêt à taux zéro sans garantie, et qui va ensuite permettre de faire effet de levier auprès des autres financements, et notamment des financements bancaires. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Moreau, je représente aujourd'hui BNP Paribas, qui est une banque nationale et internationale. Oui, la banque intervient bien sûr pour les financements, c'est connu de manière assez classique, le financement bancaire, mais pas que. Quand je dis mais pas que, c'est-à-dire que c'est une fusée à plusieurs étages. Le financement, c'est quoi? Je peux financer plusieurs choses à financer. Je peux financer un crédit d'investissement. Je peux financer du court terme. Je peux financer par l'intermédiaire de nos filiales un poste client, par exemple. Et puis, on peut aller très très loin et dans les capitaux et dans les solutions. Mais l'idée, c'est de rester, somme toute, assez simple, près du terrain. Pourquoi? Parce que les porteurs de projets comme vous, aujourd'hui, un de mes objectifs en tant que représentant de BNP Paribas, c'est de vous dire que la banque change, la banque évolue et croit en vous, porteurs de projets. Voilà. Merci. Donc on a un beau panel, on a la dette bancaire, on a le prêt d'honneur, le microcrédit, l'investissement et le financement participatif autour de la table. C'est quand même assez représentatif aujourd'hui de l'écosystème du financement. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de à quoi servent ces outils et comment ils aident les entrepreneurs qui, dans le public, sont très représentés aujourd'hui, issus des QPV et souvent parfois assez éloignés des financements traditionnels? Alors peut-être je peux commencer sur ce sujet, si on parle de personnes qui sont un peu éloignées des financements traditionnels. L'ADI a été créé pour ça. L'ADI a 35 ans, présent à travers tout le territoire national. Aujourd'hui, c'est environ 200 agences, une équipe de 850 salariés, 1200 bénévoles. Et notre mission, c'est de donner accès au financement et au conseil, à l'accompagnement, à des gens qui veulent créer ou développer leur entreprise, et des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas obtenir ce financement auprès d'une banque. Parce que le projet va être trop petit pour intéresser la banque, l'opération bancaire serait pas rentable par exemple, ou parce que le projet est considéré trop risqué, ou parce que la personne n'a pas les garanties nécessaires à apporter. Voilà, donc notre mission elle est vraiment là, de faire en sorte que tous ceux qui souhaitent entreprendre, même sans moyens, même sans forcément avoir un gros réseau développé, etc., puissent le faire,
Notre conviction, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, à des gens qui auraient fait des grandes écoles, qui ont beaucoup d'argent. L'année dernière, en France, c'est environ 1 million d'entreprises qui se sont créées, dont 600 000 micro-entreprises. C'est des entreprises qui fonctionnent, qui permettent de vivre, qui permettent de s'insérer dans la société aussi. Et ça, c'est les missions de l'ADI. Donc notre outil, c'est le microcrédit. C'est des prêts dont le montant maximum est de 12 000 €. Il peut y avoir des solutions de financement complémentaires, de prêts d'honneur, aussi d'assurance, de choses comme ça. Et on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure des choses qui sont demandées, des conditions d'accès au microcrédit. Mais l'idée, c'est de venir boucher les trous dans la raquette qui peuvent exister et de faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent obtenir un petit financement pour démarrer une entreprise. Ah ben, je peux prendre le relais. Alors effectivement, un peu mission similaire, nous, c'est de permettre à chacun effectivement de créer son entreprise. Parce qu'une des premières questions que vous allez vous poser dans le montage financier du projet, c'est quid de l'apport personnel? Alors c'est une grande question effectivement, puisque c'est soit vous en avez un peu et c'est quand même important de le compléter, ou vous n'en avez pas du tout et il y a effectivement des acteurs comme nous qui sont là pour mettre la première brique de financement. Ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est que le financement ne fait pas tout. Ce financement, il doit être systématiquement, pour nous, couplé à un accompagnement. Parce que dans le continuum de solutions qui est en train d'être mis en place dans le plan quartier, il faut vraiment, nous par exemple chez Initiative, on va prendre un projet quand il est posé, écrit, et nous ce qu'on va faire, c'est un peu de challenger le business plan que vous avez préparé, et puis vous dire oui ou non, et c'est toujours un exercice assez compliqué. Et en fait, ce qui va nous faire dire oui, c'est quand on va sentir que le projet, bien sûr, est solide, mais solide pas que sur son modèle économique, mais aussi sur la capacité que vous, en tant que porteur de projet ou porteuse de projet, avez, vous, la capacité dans les années à venir de vivre de votre projet. Donc ça, c'est super important. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner sur la durée. Et Initiative, on a en général, un peu, dès qu'un projet est accompagné, il y a un taux de pérennité qui est bien plus important, qui est plutôt à 90%. Donc ça, c'est déjà un élément important à avoir en tête. Et bon, juste pour donner quelques chiffres, jusqu'à présent, on accompagne à peu près 1300 projets. On les finit 1300 projets dans les quartiers. Et avec l'idée, c'est qu'avec les nouveaux outils financiers qui sont mis en place, notamment les prêts d'honneur quartier, dans le cadre du plan entrepreneuriat quartier 2030, l'idée, c'est d'en faire beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dire oui plus facilement. Voilà, il y a toujours cette exigence, on y viendra tout à l'heure, sur d'accompagner et financer des projets matures et solides dans un esprit de permettre à tout le monde de le faire. Voilà, alors, pour notre part, on arrive un petit peu après, en fait. Justement, on arrive dans un moment où vous avez déjà prouvé pas mal de choses. Vous commencez à voir ce qu'on appelle des métriques, en tout cas des éléments qui nous permettent de croire un peu plus par rapport à la solution, au fait que la solution ait rencontré son marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu de traction, ça veut dire un peu de chiffre d'affaires, ça veut dire éventuellement des clients qui commencent à devenir un peu récurrents, etc. Donc on arrive un peu après ça, en fait. L'objectif pour vous, c'est d'abord, quand vous initiez votre projet, d'aller chercher des premiers fonds propres, et on vient de parler des solutions que vous avez là, qui ont été présentées. Et une fois que vous avez ces premiers fonds propres, que vous pouvez aussi faire un peu de levier sur la dette, on en parlera après, vous allez pouvoir justement développer votre business model. Et nous, on arrive à un moment où justement ce business model commence à avoir un petit peu de répondants, commence à être un peu prouvé. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez venir voir les fonds d'investissement. C'est important à garder en tête parce que souvent, quand on lance son entreprise, on pense assez fréquemment lever parce qu'il y a énormément de choses autour de nous qui nous disent est-ce que tu vas faire une levée de fonds, etc. etc. En fait, l'objectif quand vous allez voir des investisseurs de notre type, c'est d'avoir avancé au maximum, d'avoir fait le maximum de choses. Votre premier levier finalement de levée de fonds, c'est votre chiffre d'affaires, ça c'est le premier élément. Et puis par ailleurs, effectivement, si vous avez prouvé, si vous avez été chercher d'autres briques de fonds avant, ça vous permet d'aller plus loin. Et plus vous allez loin, plus vous êtes finalement dans un rapport intéressant pour venir parler avec des investisseurs et les convaincre pour venir justement apporter des fonds un peu plus conséquents et pouvoir financer ensuite du changement d'échelle. Donc on est vraiment là à un moment où finalement votre modèle est un peu stabilisé et on va commencer à investir
pour changer d'échelle avec vous, commencer à vraiment agrandir votre solution, votre marché et pouvoir attaquer de nouvelles phases de développement. Et si vous arrivez trop tôt, vous allez malheureusement avoir beaucoup de portes fermées. Donc voilà, le point à avoir en tête, c'est venez nous voir quand les choses sont déjà un peu prouvées, quand c'est le bon moment. Et ça, en général, vous avez des accompagnements autour qui vous disent « ça y est, maintenant, c'est le bon moment pour ta prochaine phase de développement, pour accélérer, c'est le moment d'aller chercher des fonds chez des investisseurs ». Voilà mon premier conseil. Alors moi, pour ma part, je redescends toute l'échelle de financement parce que le financement participatif, on peut l'activer quand on veut finalement, mais généralement, on l'active au moment où on a l'idée, on veut la maturer un petit peu. Et en fait, ce qui est intéressant dans le financement participatif, c'est qu'on y voit le financement parce que sur une page de financement participatif, on va voir un nombre d'euros collectés, un pourcentage, etc. Mais en fait, ça va au-delà. On va pouvoir événementialiser son lancement, créer une campagne de communication, tester son marché, rassurer des investisseurs. En fait, ça peut cocher un tas de cases, celles qu'on veut. Et l'idée, c'est de se donner plusieurs objectifs. Mais en réalité, ça permet de rassurer aussi beaucoup de gens parce que c'est une preuve sociale, ce qu'on appelle la part de la foule dans un financement. Ça permet de diversifier ses sources de financement. Et c'est ce qu'on recherche généralement de rassurer. Alors je prends la parole en dernier, mais c'est très bien puisque finalement la banque elle intervient un petit peu à toutes ces étapes. Il y a un moment où on n'est vraiment pas bon du tout, c'est à l'étape préparation, accompagnement. C'est-à-dire que le banquier, c'est pas l'expert, il intervient un petit peu plus tard quand vous commencez déjà à mûrir un peu le projet et quand le projet commence à mûrir. Après, l'image de l'échelle que tu utilisais tout à l'heure est juste excellente. C'est-à-dire que nous, on reçoit beaucoup de porteurs de projets qui sont déjà en haut de l'échelle alors qu'ils n'ont pas commencé à monter les premiers paliers. Et c'est en ça où on peut vous aider, c'est en ça où la complémentarité et les différences de financement qui existent sur le marché, elles sont juste là pour vous aider étape par étape dans votre projet à le compléter. Vous ne ferez jamais une entreprise avec seulement un mode de financement parmi tous ceux qui sont proposés ici, mais plusieurs. Et votre difficulté, justement, c'est en fonction de mes étapes, quels sont les financements auxquels je vais pouvoir accéder. Mais gardons bien à l'esprit que les fondations du porteur de projet, les premiers échelons, c'est un bon business plan, une trésorerie un petit peu solide. Et surtout, je discutais tout à l'heure avec certains porteurs de projets qui ont mis des sommes mais juste énormes de leur poche. C'est de se dire que non, n'allez pas trop vite dans l'effort personnel que je fais sur mon projet. Nous sommes tous là ici pour aider au développement, vous aider dans vos projets, contribuer au développement économique. Et le fait de pouvoir accéder au crédit, quel que soit le montant, c'est une étape importante et viable également pour votre projet. Merci Sébastien. Effectivement, on l'oublie assez fréquemment, mais la banque reste quand même le premier financeur de l'entrepreneuriat en France. C'est un levier hyper important dont on a parfois un peu peur et quand on n'a pas les codes, c'est assez difficile de les approcher. Mais on a déjà entamé un peu cette discussion parce que c'est pas la dette ou le prêt d'honneur, le microcrédit ou le financement participatif. En fait, c'est des outils qui sont complémentaires et dont on suggère assez fréquemment, nous financeurs, d'aller les chercher le plus possible. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'importance du cofinancement et de l'intérêt qu'il joue aussi dans votre prise de risque et dans votre prise de décision ? Alors, c'est hyper important parce que quand on regarde les différents outils, par exemple, si on prend le prêt d'honneur, c'est un prêt que nous, on va faire à la personne. Donc, il va falloir regarder aussi la notion d'équilibre et d'endettement, personne, entreprise. Pour donner quelques chiffres, nous, le prêt d'honneur moyen, c'est à peu près 10 000 euros. Il y en a moins, il y en a beaucoup plus si c'est un projet innovant, mais prenez cette moyenne. Donc ça, c'est un endettement qui va être à la personne. Donc il faut qu'elle regarde son taux d'endettement global, ce qu'on se disait tout à l'heure. Si à côté, elle prévoit d'acheter une maison ou un appartement, tous ces prêts-là, il ne faut pas qu'ils soient trop importants, pesés sur la personne, parce que sinon, ça va lui poser des problèmes dans d'autres activités. Et ce qui est important aussi, c'est de jouer la complémentarité avec les autres financeurs. Il y a une notion clairement de dilution du risque, on l'a dit pour la personne et pour l'entreprise, mais aussi pour les financeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à intervenir ensemble. Et donc, si je reviens sur les chiffres, si nous, on met à peu près 10 000 euros de prêt d'honneur,
la banque, ça peut aller jusqu'à x9, x10 en fonction des projets. Et donc c'est là qu'on commence à monter son premier tour de table pour sécuriser. Et la banque, elle, du coup, elle va intervenir auprès de l'entreprise directement. Donc c'est pas le même système d'endettement. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est vrai que beaucoup, au moment où ils se lancent, hésitent finalement à avoir cette notion d'emprunt, etc. Mais ça fait partie du cycle naturel en fait de l'entrepreneuriat. Et c'est hyper important de bien peser son plan de financement pour les 3 premières années. Nous, on dit toujours, il faut voir assez loin, parce que vous allez très très vite embarquer sur des investissements, du recrutement, et il faut pouvoir faire face financièrement le temps de générer une activité. C'est aussi pour ça qu'on a des différés pour certaines activités. Voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais il faut penser complémentarité des financements en plus de votre rapport personnel pour ne pas vous exposer personnellement trop fort. Alors effectivement, en complément, évidemment, quand on apporte du capital, il y a des effets de levier avec de la dette. Donc ça, c'est assez naturel. Donc par exemple, si vous avez dans nos stades de développement un besoin, par exemple, d'1,5 million d'euros pour vous développer, vous pouvez très bien envisager de faire 800 000 euros d'equity et d'essayer d'aller chercher en face un montant équivalent en termes de dette. Ça, c'est la manière dont on essaie un petit peu d'organiser les choses et effectivement d'avoir un certain équilibre dans son bilan en fonction des natures de financement. Ce qui est important aussi quand on vient chercher du capital, c'est aussi des cofinancements entre différents financeurs au niveau du capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs associés, plusieurs actionnaires. Pourquoi? Parce que souvent, plutôt que d'aller chercher... Alors, ça peut être intéressant d'aller chercher un seul fonds d'investissement et d'avoir qu'un seul fonds d'investissement dans son capital. C'est une option, c'est une stratégie qui peut être bonne. Mais ça peut être aussi intéressant d'aller chercher plusieurs fonds qui vont venir co-investir sur sa levée de fonds pour apporter différentes typologies d'apports. Vous avez des fonds qui sont, par exemple, très tech, spécialisés sur certaines verticales, certains secteurs, donc ils vont vous apporter cette expertise. D'autres qui ont, par exemple, une dimension déjà très internationale à un moment où vous voulez vous internationaliser, ça va être ça que vous allez les chercher chez eux, etc. De la même manière que quand vous faites une levée de fonds auprès de business angels aussi, parfois en amont, c'est toujours intéressant, plutôt que d'aller juste chercher de l'argent, d'aller chercher ce qu'on appelle du smart money. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui vont venir dans votre capital, mais qui ont aussi des expertises, des réseaux, des choses à vous apporter et qui vont permettre, lorsque vous allez constituer votre board avec l'ensemble de vos investisseurs, d'avoir justement au sein de votre board énormément d'expertise et d'apports qui vous aident justement à accélérer dans vos développements. Donc ce co-investissement, il est essentiel parce que non seulement c'est des typologies de financement différents, mais au sein d'une même typologie de financement, vous pouvez avoir plusieurs acteurs qui vont apporter des choses différentes pour votre entreprise. Alors pour moi, la logique de cofinancement est drôle parce que, pour l'anecdote, j'ai souvent des porteurs de projets qui reviennent vers moi en me disant le banquier ou le fonds n'a pas voulu de moi. Et je lui dis c'est super parce que finalement tu vas pouvoir faire une campagne de crowdfunding et montrer ce que tu as dans le ventre, créer une preuve sociale et dire tout simplement voilà, j'ai levé 10 000 avec tant de personnes et ça c'est une preuve sociale. Ça montre que tu as mené ta campagne, tu as mobilisé une communauté et que ces gens sont désireux de ton produit ou de ton service. Et finalement, c'est une super preuve qui permet bien souvent de faire changer des avis. Et ça, c'est assez puissant. C'est ce qu'on appelle la force de la foule. C'est ça le financement participatif. Et c'est là où on parle de cofinancement. Après, je l'ai dit, le financement participatif, on peut le caler là où on veut. Ça peut être pour événementialiser un projet, ça peut être pour un tas de choses, mais aussi compléter justement. Après, un banquier, tant que c'est pas terminé, il n'y verra pas une nouvelle source de financement parce qu'il faut que ce soit concret. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste. Et à contrario, quand on ne la réussit pas, c'est hyper préjudiciable parce qu'une campagne, elle reste référencée sur les 3 à 5 premiers résultats sur Google. Et ce qui fait qu'un business angel, une banque, ce qu'elle va dire, c'est si la foule n'a pas cru en toi, pourquoi moi je miserais sur toi? Et c'est pour ça qu'on appelle ça une preuve sociale. Donc si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, ça peut être préjudiciable. Donc il vaut mieux ne pas se louper. Et je ne peux que rebondir. Ma fille m'a traîné au cinéma vendredi dernier. La seule raison pour laquelle j'y suis allé, c'est qu'il y avait des avis positifs partout. J'en reviens à ce qui nous amène aujourd'hui, le financement, quand on est plusieurs sur un même dossier, à traiter de la même chose, qu'on parle du même sujet. On se pose un moment dans la question. L'entrepreneur, quand il crée, il se pose la question, mon modèle, mon produit, mon idée, est-ce qu'elle est bonne? Et souvent, c'est des années de maturité.
Et le banquier, il a un quart d'heure pour regarder votre dossier. Vous allez partir, il va y réfléchir pendant 1 heure, le présenter, échanger avec quelqu'un. Mais il va aussi se poser des questions. Parce que les doutes que vous avez mis des années à régler, lui, il va falloir qu'il le règle en quelques instants. Beaucoup d'intuitu personae, quelques chiffres, mais il y a besoin de la preuve. Et le fait de se dire, je suis sponsorisé, j'ai obtenu telle chose, etc., etc., on y retrouve très très vite une accroche, une idée, et finalement une envie de construire quelque chose collectivement autour du porteur de projet. Voilà en quoi c'est important de se cofinancer. Et puis ensuite, c'est le partage de risques. Et puis, à des moments, c'est aussi quand ça commence à mordre, ça commence à se développer. On parlait tout à l'heure des 3 premières années, qui sont le cycle, les trois années phares dans le projet. Passé ce délai-là, les besoins, ils évoluent et la complémentarité des financements fait que la structure, l'entreprise et votre projet va se trouver conforté avec effectivement des financements qui vont intervenir à différents postes du bilan. Voilà. Donc, on n'est pas mono. Je me permets quand même je reviens juste un tout petit peu en arrière, mais il ne faut pas avoir peur de la dette. Même les premiers 10 000, même les premiers 20 000, même les premiers 50, quand on va au prêt au million, aux 500 000, etc., c'est une autre approche. Mais il faut se dire qu'un banquier qui croit en vous et qui met un peu d'argent, c'est autant pour vous de trésor ménagé dans votre poche et de capacité. Parce qu'à un moment donné, la confiance que vous allez entretenir avec votre partenaire, elle se construit là. Voilà. Donc, le financement, il est là pour vous. C'est un service qui vous est offert. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Poussez la porte des différents établissements qui sont là, des différentes associations, toutes les équipes admirablement réunies ici. Ouais, je réagis sur ce point peut-être. Donc, en effet, oui, c'est important ça de ne pas avoir peur de la dette. C'est souvent le cas, malheureusement. Enfin, les gens qu'on rencontre nous, elle a dit, beaucoup nous disent moi, j'ai pas envie de m'endetter, j'ai déjà pas grand-chose, me mettre un prêt sur le dos. C'est compliqué pour moi. Et il nous arrive assez régulièrement de rencontrer dans nos bureaux des gens qui ont démarré leur entreprise, qui ont mis tout ce qu'ils avaient comme économie personnelle, comme moyen dans leur projet, et qui viennent nous voir un petit peu trop tard finalement. Ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d'injecter un petit peu d'argent encore, mais ils n'ont plus eux-mêmes d'économie, de moyens de pouvoir le faire. Ils sont dans une situation qui est encore plus tendue qu'elle pouvait l'être quelques mois, quelques années auparavant. Et à ce moment-là, demander un financement, c'est plus compliqué. C'est plus facile d'obtenir un prêt quand on a un petit peu d'économie, un petit peu de backup derrière, que quand on est déjà au bord du gouffre. Donc surtout, ouais, n'ayez pas peur de ça. C'est des outils qui sont là pour aider et pour permettre à se lancer. Si je reviens sur la question du cofinancement, bon, c'est un peu particulier pour nous à l'ADI, parce que comme vous l'avez compris tout à l'heure, nous on est là pour justement intervenir quand personne d'autre n'a pu intervenir, pour faire un peu simple. Donc en grande majorité, on n'intervient pas en cofinancement d'autres. Ça peut arriver parfois très très à la marge, mais on est là pour une première étape, une étape de lancement où il y a besoin d'un petit quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et puis ensuite, l'idée c'est que le projet se développe, que l'entreprise progresse et qu'elle puisse accéder à d'autres outils qui vont eux-mêmes pouvoir faire levier sur l'accès à d'autres financements. Voilà. Alors, J'ai un petit message particulier pour les réseaux bancaires, j'en profite, parce que nous, ce qu'on constate chez Initiative, c'est que nous, en général, le prêt d'honneur Initiative, il est systématiquement couplé à un prêt bancaire, ça fait partie des conditions. On constate quand même que dans les quartiers, en fonction des régions, on a quand même un écart entre 5 et 10% d'accès à la bancarisation. Donc on a un effort collectif à faire, de manière à ce qu'il y ait une égalité réelle pour l'ensemble des porteurs de projets. Et je pense que c'est dans les deux sens. Il faut effectivement ne pas avoir peur d'oser s'endetter, parce que ça fait partie d'un phénomène naturel quand on entreprend, mais aussi on a un travail à faire avec les banquiers. Je suis d'accord. Voilà, petit message. Merci du message. Mais oui, je suis totalement d'accord. Mais on y reviendra. Je crois que la question d'après va être... le point d'après sera déterminant. Ça me permettra de répondre aussi pour partie. Tout à fait. Alors, je vais me faire l'avocat de quelques porteurs de projets dans la salle qui doivent se dire c'est sympa de me dire que ça existe, mais comment je fais? Comment je viens vous voir? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Comment je dépose un dossier?
Alors, ça, c'est la grande question. Surtout que les fonds d'investissement, ce n'est pas forcément toujours les plus accessibles. On peut être un peu intimidant de premier abord. Donc, déjà, c'est oser, tout simplement. Ça, c'est la première. Gardez ça pour vous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes talentueux, vous êtes positif. Donc, il faut oser aller à la rencontre des financeurs. Ça, c'est le premier élément. Après, effectivement, il y a énormément d'événements qui sont organisés dans l'écosystème. La BPI, je pense, est bien placée pour le savoir et aide énormément là-dessus. Donc, c'est très important d'essayer quand vous avez la possibilité. Alors, évidemment, ça dépend où vous êtes situé géographiquement, parce que certains sont un peu plus éloignés. Mais quand on est dans des endroits où il y a des événements entrepreneuriaux, le fait d'y aller vous permet justement de rencontrer ces acteurs du financement d'une manière un peu plus informelle. Et c'est une manière potentiellement de pouvoir commencer à leur parler de vos projets en titillant un petit peu leur curiosité, mais sans être vraiment dans un exercice officiel de « je viens présenter mon projet ». Donc plus vous avez comme ça de contacts initiaux, plus ça permet ensuite, une fois que vous connaissez ces personnes, de pouvoir, au moment où vous allez vraiment lever des fonds, de les contacter et ensuite de venir les voir. Et après, ensuite, bon, il y a énormément de moyens. Il y a évidemment, en général, c'est d'essayer de déposer son dossier dans les différents fonds. Donc, vous pouvez les déposer sur les sites internet, etc. Mais dans votre réseau, avec vos réseaux d'accompagnement, etc., essayez quand même d'identifier des points de relation qui facilitent cette entrée en relation. Parce que de la même manière, nous, on voit énormément de dossiers. Donc c'est très difficile, on peut parfois prendre un avis un peu rapide sur un dossier, alors que si on avait rencontré la personne, on aurait pu avoir un avis un petit peu différent. Donc essayez quand même d'utiliser toutes les personnes de votre entourage, les réseaux d'accompagnement, etc., pour avoir quand même des points d'entrée si vous en avez la possibilité. Ensuite, il faut venir au bon moment, je le disais tout à l'heure, si vous arrivez trop tôt, ça va mal se passer. Et enfin, dernier point important, c'est comme un entretien de recrutement, le premier rendez-vous est extrêmement important. La première impression que vous allez donner est importante. Donc, quand vous arrivez devant un financeur, il faut que vous soyez préparé. Donc, de la même manière, vous vous renseignez auprès des acteurs qui vous accompagnent pour savoir exactement comment on se prépare, quel type de document on a, votre BP qui est finalisé, que vous maîtrisez, que vous arrivez à défendre parce que vous allez être challengé sur les chiffres, vous allez être challengé sur votre vision. Donc c'est normal, mais il faut être un peu préparé. Donc en général, on se prépare en amont avec les personnes qui nous accompagnent. Et quand on pousse les premières portes, on est beaucoup plus fort et on peut comme ça défendre son dossier, défendre sa vision. Et ça permet d'avoir un premier entretien qui marque et ensuite de générer d'autres entretiens. Voilà un petit peu pour l'entrée en relation pour les fonds. J'y vais. Bon, chez nous, l'entrée en relation est très différente. Enfin, encore une fois, on est sur des projets de nature très différente. Ce qu'on essaye de faire à l'ADI au maximum, et on se bagarre pour ça tous les jours, c'est de rendre les choses le plus simples possible. Donc nous contacter, c'est facile, on a un site internet, on a une plateforme d'accueil téléphonique nationale, etc. Donc voilà, il suffit de taper ADI et facilement vous arrivez sur un process d'accueil qui permet très facilement, à travers un petit entretien au téléphone avec quelqu'un ou à travers un petit formulaire à remplir, de préciser un petit peu où vous en êtes de votre démarche de projet. Est-ce que le projet est déjà réfléchi, un peu construit? Est-ce que vous êtes prêt à en effet demander le financement dont vous avez besoin? Et si c'est le cas, tout de suite, vous pouvez avoir accès à un rendez-vous avec un conseiller dans l'une de nos agences partout dans le réseau, le plus proche de chez vous. Voilà, donc accès simple. Et les délais peuvent être très rapides aussi. Hein. Là aussi, on essaye de faire en sorte que ça puisse aller vite. Et quelqu'un qui a un projet qui est monté, qui est prêt, qui a toute la documentation nécessaire, en 5 jours peut obtenir son microcrédit, donc ça c'est très facile. Encore une fois, hein, la mission de l'ADI est avant tout de lever les freins à l'entrepreneuriat, faire en sorte que tous ceux qui le veulent puissent entreprendre. Donc vraiment, on essaye de faire ça le plus possible. Donc ça c'est pour le process. Maintenant, ce qui compte pour nous quand on reçoit quelqu'un dans nos bureaux qui vient nous demander un financement, c'est avant tout la relation de confiance qu'on va réussir à établir entre le porteur de projet et nous à l'ADI. Faire crédit, c'est faire confiance. Donc évidemment, on va regarder le projet. Est-ce que le projet tient la route? Est-ce qu'il a été bien réfléchi? On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un business plan de 60 pages qui va venir nous présenter le projet. Parfois, il n'y a pas du tout de business plan. Simplement, c'est une discussion qui se passe dans le bureau et on voit que le porteur de projet maîtrise tout à fait bien ces éléments, qu'il est tout à fait capable de l'expliquer, qu'il a des idées très claires sur tout ça.
Et ça peut permettre déjà d'établir ce premier degré de confiance. Après, évidemment, on va regarder un peu plus dans le détail la situation financière de la personne, sa capacité d'endettement, etc. Mais c'est là-dessus que ça se passe avant tout. Donc venez nous voir avec les idées claires sur ce que vous voulez faire, avec les idées claires sur ce dont vous avez besoin financièrement, sur votre capacité d'emprunt et de remboursement. Et voilà, et ça suffit pour établir une relation chez nous. Alors pour Initiative, nous on aime bien recevoir les porteurs de projets quand ils se sont déjà un peu posés sur voilà ce qu'ils ont envie de faire. Le projet est écrit, il y a une première peut-être étude de marché même rapide, poser la valeur de l'entreprise, une ébauche de business plan. Alors si jamais c'est pas le cas, il y a plein de réseaux avant nous qui sont là aussi pour aider à poser ça comme BGE, etc. Où nous, on a une appli qui s'appelle Mon Kit Entrepreneur, qui permet déjà de, chez soi, bien passer toutes les étapes. Il y a aussi le Pass Créa qui permet, il y a plein d'outils qui vous permettent d'aboutir à un projet qui, pour les réseaux de financeurs, va être une base en fait d'accueil. Donc, comment ça va se passer chez nous? On a un chargé de mission qui va vous recevoir. Alors, pour trouver la bonne association près de chez vous, vous allez sur le site initiative-france.fr et en fonction de votre code postal, ça va vous donner tout de suite le correspondant et le contact pour pouvoir avoir l'interlocuteur le plus près de chez vous. Vous allez avoir un chargé de mission qui va vous accueillir, vous allez discuter avec lui, c'est toujours un accompagnement humain, c'est ça qui est très important, c'est que c'est adapté à chaque personne, c'est un accompagnement individuel. Et quand le chargé de mission va considérer que votre projet est mûr, vous allez être présenté à ce qu'on appelle un comité d'agrément. Ça, c'est toujours une étape qui marque en général les porteurs de projets, parce que là, c'est un comité d'au moins 5 personnes, donc qui va un peu challenger le projet, et parce que c'est lui qui est décideur en fait, s'il va vous prêter ou pas. Donc c'est des gens qui sont convaincus. C'est un premier exercice de pitch, donc c'est aussi très formateur, et c'est des gens mais qui sont toujours bienveillants, parce qu'en fait ils connaissent le tissu économique local, et ils vont être capables de dire votre projet il a des chances de se développer dans telle et telle condition. Donc c'est à la fois une décision de financement, mais c'est aussi une capacité de conseil incroyable. Donc, il va vous dire oui, 9 fois sur 10 peut-être, et c'est ce qui va ensuite vous permettre de décrocher le prêt bancaire. Et après, on ne lâche pas les personnes, c'est-à-dire qu'il y a cet accompagnement sur la durée pour vous permettre de réussir. Et encore une fois, il ne faut jamais rester seul. Et nous, c'est aussi un enjeu de remboursement, parce que ce qu'on attend des porteurs de projets, c'est effectivement que le prêt d'honneur soit remboursé, parce que c'est ce qui va permettre demain de financer d'autres porteurs de projets. Et donc cet accompagnement, il est aussi voué à assurer la pérennité de l'entreprise et sa bonne capacité de développement. Et donc s'il y a besoin, ça peut même aller jusqu'à avoir un parrain ou une marraine qui va vous accompagner sur ces premières années. Alors moi, dans mon cas, le financement participatif, finalement, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur une plateforme adaptée, généraliste ou spécialisée, entre autres KissKissBankBank, Culule, Helloasso et plein d'autres. On y dépose son projet, on y crée sa page projet, on établit son échelle de contrepartie, symbolique, matérielle, expérientielle, avec toute une politique de prix, de quantité, etc. Mais en fait, c'est comme un beau site internet ou une belle application. On peut payer très cher, on peut l'avoir designé, on peut avoir les meilleures fonctionnalités, mais si personne ne s'y rend, ça sert à rien. Donc en fait, tout ce qui compte, c'est toutes les passerelles qu'on va créer, c'est toute la stratégie de campagne, et ça se prépare. Et pour la préparer, il y a des entreprises spécialisées comme la mienne, mais on peut aussi très très bien se documenter sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de retours d'expérience. Il y a énormément de porteurs de projets qui sont passés par cette étape et qui partagent des retours d'expérience dans les podcasts, sur YouTube, etc. La documentation ne manque pas, mais le piège, c'est de penser que les plateformes vont mener la campagne à votre place. Et en fait, les plateformes de financement participatif, elles proposent un outil, mais elles ne vont pas mener la campagne à votre place. Et ça, c'est souvent un piège qu'on a, parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui lancent une campagne et qui croient qu'en mettant en ligne la page, la campagne va se faire toute seule, alors que pas du tout. En fait, si on dit mener une campagne, c'est qu'il faut occuper le terrain tous les jours. C'est un exercice stressant, mais tout autant excitant, mais qui est un véritable accélérateur. En tout cas,
C'est très simple de se lancer tant qu'on respecte des consignes de modération plutôt évidentes. Après, l'idée, c'est quand même d'avoir un projet mature, présentable, avec ne serait-ce qu'une direction artistique et de savoir présenter et justifier son objectif de collecte. Si on a besoin de 10 000 euros, il faut savoir dire pourquoi j'ai besoin de 10 000 euros, à quoi ils vont servir. Il ne faut pas qu'on puisse laisser penser qu'on va partir en vacances avec. Parfois, c'est le cas. Voilà. Pas qu'on parte avec, mais c'est qu'on laisse penser que... Ah oui. Non, mais encore une fois, on a parlé tout à l'heure, un business plan 60 pages, ça arrive. Tout dépend du besoin. Si vous venez chercher 2 500 000 auprès d'une banque, ouais, il faudra le business plan, hein, un compte de résultats un peu copieux, un peu sérieux, quelques chiffres et beaucoup de chiffres. Remettons les choses dans le contexte. Si on est à l'époque, à la création, l'idéation, je commence à démarrer. Alors déjà, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Moi, je vais revenir à ma fille, elle a 20 ans, et elle me dit, mais tu crois que... Je lui dis, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est d'entendre non. Et alors, un non, tu rebondis et tu pousses la porte de la banque d'à côté. Parce qu'il y a beaucoup d'intuitu personnel. Et quand vous allez voir un banquier, la première chose, tu le disais tout à l'heure, j'ai en face de moi un homme, une femme, voilà, et avec qui je vais engager une relation humaine et dans la communication, dans la discussion. Et l'idée, c'est d'aller vers une relation de confiance. Donc en fait, la première des choses, c'est d'avoir confiance en vous et de venir avec un projet un peu mature, sans pression outre mesure, parce que derrière, c'est vous. Vous croyez en votre truc, et votre truc, ça fait des années que vous êtes sur le sujet, donc vous le maîtrisez. Donc venez pas réviser. Voilà. À l'inverse, si vous êtes sur une page et que vous vendez votre projet sur une home page, une page internet, etc., là-dessus, il va falloir travailler la com, hein, l'image, etc. Non, poussez la porte de l'agence parce qu'il y a des conseillers derrière. Ils adorent quoi? Ils adorent la relation, ils adorent la nouveauté, ils adorent voir des entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas arrivés à passer le cap. Donc allez-y, ils vous attendent. En revanche, voilà, un peu de confiance. Il y a des fondamentaux. Si j'y vais, effectivement, que je demande 100 000 parce que j'ai peut-être une idée qui va arriver demain, c'est pas la peine. Donc, croire en son projet, arriver avec quelque chose d'un peu établi, d'un peu structuré, d'un peu préparé, et en fonction du montant, vous allez demander, oui, un peu de documentation. Il y a plein d'outils. Hein, on parlait tout à l'heure du Passcréa. Il y a plein d'outils en ligne qui sont gratos pour m'aider à construire mon business plan, dedans mon plan de trésor, etc. Tout ça, tous ces termes qui sont juste effrayants. Effrayants, mais pas grand-chose, finalement. Et puis, je fais juste un rebond sur le business plan, hein, parce que le business plan, ça fait vraiment flipper. Rien que le nom, c'est moche. Non, mais c'est vrai. J'ai essayé d'en faire une fois pour m'amuser sur un projet fictif. Je me suis dit, mon Dieu, je les admire tous. Vous allez en faire un, vous allez en faire deux, vous allez en faire trois. Vous allez me dire, je jette l'éponge. Si vous jetez l'éponge à ce stade-là, c'est que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Excusez-moi, je suis cash. Parce que les trois que vous avez fait un optimiste, un pessimiste, etc. Mais là, déjà, ça veut dire que vous trempez dans votre projet. Parce que le banquier, les questions qu'il va vous poser, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si les 3 clients là, dont tu m'as parlé, ils ne font pas X de chiffre d'affaires, mais X divisé par 2? Comment tu vas gérer cette situation? C'est ce type de questions qu'il faut que vous prépariez en amont, c'est tout. Et les banquiers, nous, chacun, on est là pour vous challenger un petit peu, et pas pour vous juger, mais pour juste voir si vous avez suffisamment préparé votre truc, si vous y croyez à fond. Et bien, quand vous y croyez à fond, les banquiers ne disent pas non, hein, ils sont avec vous, on est sur une relation humaine, avant tout. Comme je vous le disais, après, si vous demandez 2,5 millions, on sera beaucoup sur les chiffres aussi. Mais ce qui fait la différence, c'est l'homme, c'est vous. Et les banquiers, on n'accepte pas toujours tous les dossiers, et loin s'en faut, et on n'est pas parfait, et des fois on passe à côté de magnifiques affaires, tant pis pour nous, c'est fait au Crédit Agricole ou au Crédit Mutuel à côté, tant pis on a été mauvais, malheureusement c'est un peu comme ça, mais sachez qu'on croit en vous, et que le projet, les porteurs de projets, l'économie du professionnel, de l'entrepreneur et de l'entreprise, c'est la France de demain. Alors, on a vu que vous aviez tous des process et des approches assez différentes, mais il y a un verbe qui est ressorti de chacune des réponses, et c'était le verbe préparer. Donc comme quoi, il y a quand même des similarités, et c'est assez important. En France, on a la chance de bénéficier d'un écosystème qui est vraiment génial, parce qu'il accompagne du début jusqu'à la fin. Du moment de l'idéation jusqu'au 3e round de financement en série C, vous avez des acteurs qui sont là pour vous accompagner. Et bon, pour parler plus de création, là,
Tu en as déjà parlé, Patricia, on a beaucoup de structures d'accompagnement, des positifs, des BGE, des chambres consulaires qui travaillent à aider les porteurs de projets dans la réalisation de ce BP, aussi difficile et compliqué soit-il, qui vous aident à vous challenger, à voir, à faire votre étude de marché, à calculer comment valoriser vos demandes de financement, beaucoup d'éléments. Et vous, financeurs, du coup, comment vous travaillez à ces acteurs de l'écosystème et en quoi c'est hyper important justement de voir des porteurs de projets qui ont déjà été accompagnés au moment du financement? Oui, bah c'est vrai que c'est une grande chance. Hein. C'est important d'avoir conscience de ça. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur l'entrepreneuriat aussi dans d'autres pays. Et en France, on a quand même un écosystème qui est assez remarquable, qui soit législatif, réglementaire, avec des statuts d'entreprise, notamment la micro-entreprise, qui rendent les choses très très simples pour certains, et avec un écosystème d'acteurs qui est très très riche, et avec des solutions qui sont vraiment adaptées à la situation de chacun. On le voit à travers notre panel ici, hein, sur le financement. On est chacun là pour venir apporter quelque chose qui va répondre aux besoins des uns ou des autres. Alors c'est pas toujours évident de s'y retrouver, parce que le revers de la médaille de cet écosystème ultra riche et foisonnant, c'est que à quelle porte il faut aller frapper, comment on s'en sort. Bon, là-dessus, cette initiative Entrepreneur 4 et 2030, c'est une belle opportunité qui est donnée pour justement aider à aiguiller, à y voir un petit peu plus clair. On est de nombreuses structures associatives, et pas que associatives d'ailleurs, à participer au mouvement et à essayer ensemble de travailler pour faire en sorte que les orientations vers l'un et l'autre puissent se faire facilement. Les outils mis en place par BPI essayent de faciliter ça aussi, donc c'est très très bien. Mais c'est une grande richesse, c'est important d'en être conscient. Et voilà, et mon message, ce serait n'ayez pas peur, allez-y. Il y a des tas de solutions qui sont à votre disposition pour vous aider dans vos projets. Donc lancez-vous. Oui, donc je pense qu'effectivement, il y a énormément de structures d'accompagnement. Donc l'enjeu d'ailleurs pour vous, c'est de choisir lesquelles sont intéressantes à quel moment. Certains entrepreneurs aussi sont multi-accompagnés. Certains sont dans plusieurs programmes en même temps parce que justement, ils y trouvent dans chacun des programmes des choses intéressantes. L'enjeu pour les financeurs, évidemment, on se connaît bien. On se connaît bien avec les structures d'accompagnement et c'est tout l'intérêt parce qu'elles accompagnent les porteurs de projets. Donc elles sont là pour savoir à quel moment le porteur est mûr pour pouvoir aller voir quel type de financeur et bien les orienter. Donc ça, c'est l'intérêt de bien se connaître pour pouvoir identifier les projets et venir au bon moment. Juste pour information, parce que c'est important à avoir en tête, quand on parle souvent des fonds d'investissement et du financement par le venture capital, le capital risque, ça reste un tout petit pourcentage des projets entrepreneuriaux en France. C'est pas du tout l'entrepreneuriat ne passe pas par des fonds d'investissement, loin de là. Il faut avoir en tête que, par exemple, un fonds d'investissement va investir dans 1 à 2% des dossiers qu'il regarde. Donc ça reste très sélectif, ça correspond en fait à une certaine typologie de projet. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'autres types de financement, d'autres types de structures de financement qui sont plus adaptées pour certains autres types de projets. Et ces structures d'accompagnement, elles ont cette vision et donc elles sont en capacité justement de vous accompagner vers les bons acteurs au bon moment. Et c'est pour ça qu'on travaille avec elles, parce que résultat, on a une préqualification un peu des entreprises et c'est d'ailleurs elles souvent qui organisent des démodés ou des événements dans lesquels justement elles invitent des investisseurs. Nous, on est présents et ça permet de générer les discussions informelles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça fonctionne un petit peu comme ça et c'est vrai que c'est un écosystème qui est bien organisé et comme vous le disiez, en fait, en France, on a vraiment cette chance d'avoir quand même énormément d'acteurs partout en région, en Île-de-France et qui normalement peuvent correspondre à chacun de vos projets. Alors effectivement, tous les réseaux, on apprend de mieux en mieux à mieux se connaître, à se renvoyer la balle plus facilement dans l'intérêt du porteur de projet. Dans le cadre du plan quartier, il y a quand même aussi quelque chose d'extraordinaire dont vous pouvez bénéficier, c'est l'accompagnement renforcé. Tout le monde n'y a pas droit, donc profitez-en. Il y a plusieurs réseaux où on s'est positionné pour permettre cet accompagnement renforcé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous consacrer plus de temps, donc à la fois sur l'aspect gestion, sur l'aspect communication, sur l'aspect commercial. Donc BPI nous donne cette capacité de passer plus de temps avec chacun et chacune, donc profitez-en. Et nous, on a fait le choix, Initiative France, de faire cet accompagnement renforcé
avec un autre acteur qui est 60 000 rebonds, parce que l'idée c'est de dire il faut aussi vous accompagner au cas où vous ayez à un moment donné une difficulté particulière dans votre projet entrepreneurial, vous pouvez avoir un coup de mou, voilà. Il faut apprendre à rebondir aussi, et donc tout cet accompagnement il va jusqu'au bout en fait. Donc c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est à un moment donné, lâchez jamais la barre, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Bon, pour ma part, je n'ai pas beaucoup plus à ajouter, mais si on est ici, c'est quand même qu'il y a une force, une attractivité, et je pense que c'est le meilleur témoignage que l'idée c'est de se lancer et qu'on ne peut qu'encourager l'entrepreneuriat. Et si vous êtes déjà à cet événement de la BPI, c'est que vous avez déjà un bon pied dedans et que vous regardez au bon endroit, et il n'y a pas de raison pour ne pas se lancer quand on voit tout ce qui est proposé ici, ne serait-ce que les conférences, le village des solutions, si je ne me trompe pas de nom. Et en tout cas, le financement participatif, ça peut être une première pierre à l'édifice pour tester son marché. Il n'y a pas trop d'excuses pour ne pas le faire en réalité. Après, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un mot, c'est préparer. Effectivement, il faut tout de même essayer d'avoir un minimum de maturité sur son projet. Mais ne serait-ce que d'en parler, c'est travailler son pitch. Donc, je peux que vous encourager à le faire aujourd'hui auprès de nous et auprès des acteurs ici présents. Peu de choses de plus. J'ai entendu garder le cap. Ouais, y a plein de gens qui sont là pour vous parler du financement et de ce qui existe pour vous soutenir. Donc profitez-en. Voilà. Ce serait mon dernier mot. Et n'hésitez pas à nous interpeller après, parce qu'on est vraiment là pour vous. J'allais vous demander un dernier mot, un dernier conseil à nos entrepreneurs dans la salle aujourd'hui. Mais osez, allez-y, lancez-vous. On est là pour vous. Mais oui, lancez-vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas mieux, en tout cas, bravo, bravo d'être ici. Peut-être le dernier mot, c'est que quelle que soit l'aventure entrepreneuriale, effectivement, quelle que soit l'issue, dans tous les cas, vous apprenez énormément de choses. Et je pense qu'il y a un avantage incroyable dans l'entrepreneuriat, c'est le nombre de rencontres que l'on fait. Aujourd'hui, c'est un exemple. Et ça, ce sont des acquis pour toujours. Donc voilà, profitez de ça et nourrissez-vous de tout cela. Moi, j'aime bien terminer par une phrase souvent, c'est en fait, vous avez 50% de chance de réussir parce que vous êtes d'accord, et en fait, il ne faut jamais oublier sa part de volonté à soi. Merci à tous.